On raconte que Zeus, le roi des dieux, qui s'était épris d'Europe, une très belle princesse phénicienne, prit la forme d'un taureau blanc pour la ravir et l'emmener sur l'île de Crète, d'où leurs fils fondèrent la première civilisation européenne. Mais ceci est une légende. Notre histoire commence il y a environ 30 000 ans avec l'arrivée de populations du genre Cro-Magnon, nos ancêtres directs. Nous sommes à la fin des grandes glaciations. Les glaciers se retirent vers le nord et les hommes s'installent sur le continent européen, s'adaptant aux ressources locales. Puis ils se répartissent en différentes populations, chacune avec son propre artisanat et son système d'échange. Ils pratiquent le culte de la fécondité, vivent en famille et commencent à domestiquer moutons et chiens. « 5000 ans avant Jésus-Christ, de dynamiques foyers culturels se répandent dans différentes zones du continent et les peuples s'organisent en villages fortifiés pour se protéger des nomades. Le lin est cultivé pour en faire du tissu. La poterie est largement produite et distribuée. Les premiers centres métallurgiques de cuivre et d'or apparaissent simultanément et d'énormes constructions mégalithiques à usage astronomique sont érigées. Sur les rives de la mer Noire vit le peuple matriarcal des légendaires Amazones. Et dans les Carpates, provenant des steppes ukrainiennes, arrivent les Thraces, un peuple qui domestique le cheval et instaure le patriarcat guerrier. À cette époque, des tensions menant souvent à la rivalité et à la guerre naissent entre les communautés qui maîtrisent déjà l'usage du bronze et d'autres qui ne sont encore armées que de cuivre et de pierre. La première grande civilisation européenne, la minoenne, se développe sur l'île de Crète et demeure florissante pendant presque un millénaire jusqu'à ce qu'un volcan sous-marin explose, ravageant ses côtes et mettant fin à son pouvoir. Cela permet aux Mycéniens, un peuple guerrier arrivé par le nord, de s'installer dans le Péloponnèse et de devenir une puissance maritime d'envergure. Les Mycéniens fondent des colonies en mer Égée, construisent des fortifications de grande taille, situées en hauteur, et sont les responsables de la destruction de Troie. Mais des tribus barbares, les Doriens, après avoir appris par les Hittites de Mésopotamie à travailler le fer pour en faire des armes, envahissent la péninsule grecque et écrasent les Mycéniens armés uniquement de bronze qui ne peuvent leur résister. Le continent européen, entre-temps,
a été occupée par des peuples dont les plus puissants sont les Ibères, les Carthaginois, les Ligures, les Daces, les Étrusques, les Germains, les Bretons et les Celtes. Dans le Péloponnèse, les siècles obscurs sont terminés. Les Grecs se regroupent en cités-États de même langue et de même culture, mais souvent en guerre entre eux. Les cités les plus importantes sont Sparte, à la puissante armée, et Athènes, au commerce florissant. À cette époque, en Grèce, naissent le théâtre, la philosophie, les Jeux olympiques et les premières démocraties. À Athènes, le législateur Solon rend le système économique plus équitable, tous les citoyens ont la possibilité d'exprimer leur opinion et les philosophes tentent d'expliquer le monde, non plus par l'intervention des dieux, mais par l'action de lois naturelles. Forts de leur puissance maritime, les Grecs commencent alors leurs invasions. Ils colonisent la Méditerranée et écrasent les Ligures. Dans tout le continent, les invasions se poursuivent avec les Carthaginois qui annexent les terres des Ibères et les Germains qui envahissent en masse les terres des Celtes. Certains peuples celtes sont ainsi refoulés dans les terres des Étrusques, d'autres vers les îles britanniques, dans la péninsule ibérique, dans l'actuelle France, et d'autres encore jusqu'aux Carpates. Voici qu'apparaît un nouveau danger. Le puissant empire perse annexe l'île de Chypre et attaque même la Grèce. Mais Athènes le repousse, regroupant toutes les cités de la côte autour d'elle. Gouvernée par Périclès, Athènes connaît alors un véritable âge d'or, mais la rivalité et les guerres continues contre Sparte affaiblissent la péninsule grecque. Cela profite à une autre puissance, celle du roi Philippe de Macédoine, qui annexe l'Albanie du royaume illyrien, la Bulgarie et la Grèce à son royaume. Le fils de Philippe, Alexandre le Grand, continue l'expansion macédonienne et parvient à conquérir l'Empire perse en étendant son autorité jusqu'aux frontières de l'Inde, mais à sa mort, son énorme empire est divisé. En Italie, une citadelle est en train d'accroître sa puissance. C'est Rome, qui forme une redoutable armée, écrase les Étrusques, conquiert la péninsule italienne, détruit Carthage, envahit la péninsule ibérique et la Grèce pour contrôler le pourtour occidental de la Méditerranée et, avec les légions du proconsul Jules César, annexe même les terres des Celtes gaulois.
Mais à son retour à Rome, César est assassiné. Commence alors une terrible lutte pour le pouvoir qui se termine quand le neveu de César, Octavien, réussit à éliminer les conjurés. Le Sénat le nomme commandant suprême militaire et religieux avec les titres d'Auguste et d'Empereur, et c'est alors que la République romaine devient l'Empire romain. Rome poursuit ses conquêtes et annexe la Grande-Bretagne. Et quand les Daces, qui vivent l'âge d'or de leur civilisation, deviennent une puissance inquiétante, Trajan les soumet, les intégrant dans son empire qui s'étend désormais jusqu'au golfe Persique. Rome assure alors sa domination et sa flotte contrôle les mers afin que le commerce puisse se développer en toute tranquillité. Pourtant, la longue paix romaine va bientôt prendre fin. Arrivant d'Asie, des hordes de Mongols huns dévastent tout sur leur passage. Ils pénètrent même dans les terres des Germains, les refoulant dans l'Empire romain. Rome réagit promptement et repousse les Germains francs. Mais son énorme empire est trop étendu pour être bien défendu. Il est alors divisé en deux. L'Empire romain d'Occident, avec pour capitale Mediolanum, l'actuel Milan, Rome étant devenue un centre religieux chrétien, et l'Empire romain d'Orient, avec pour capitale Byzance, l'actuel Istanbul, de confession chrétienne mais orthodoxe, qui ne reconnaît pas le pape de Rome comme chef de l'Église chrétienne. Entre-temps, au nord, la pression des Huns d'Attila ne laisse pas de répit aux Germains. Les Suèves et les Vandales, refoulés en Gaule, la traversent pour s'établir en Espagne et en Afrique, tandis que les Hérules, poussés en Italie, saccagent Rome en déposant le dernier empereur romain d'Occident. Mais Byzance s'oppose. L'empereur romain d'Orient s'accorde avec le prestigieux peuple des Goths, qui transitaient sur son empire, et leur donne la tâche de libérer Rome. En échange, ils auront des territoires en Gaule. Les Goths se remettent donc en marche et, arrivés en Italie, ils écrasent les Hérules. Puis, ils se divisent en deux peuples. Les Visigoths, qui, joints aux dernières troupes romaines, vont chasser les Huns pour enfin s'installer dans le sud de la Gaule, et les Ostrogoths, qui occupent l'Italie, désobéissant aux ordres de Byzance. Pour l'Empire romain d'Occident, symbole de la chrétienté, occupé par des peuples barbares, la fin est désormais inéluctable. Il retire ses troupes de la Grande-Bretagne, aussitôt envahies par les Germains anglo-saxons, qui donnent à l'île le nom d'Angleterre, et abandonne la péninsule ibérique et même la Gaule, qui est alors envahie par les Germains francs du roi Clovis, convertis au christianisme, qui repousse les Visigoths en Espagne et donne à la Gaule le nom latin de Francia.